On va utiliser ta prime pour la croisière familiale. C'est ainsi que mon père a annoncé l'existence de ma prime de fin d'année de 40 000 €. J'ai demandé, comment tu es au courant de ça? Ma mère a ri. On lit ton courrier. J'ai souri, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé les ressources humaines. Merci d'envoyer tous mes documents à ma nouvelle adresse. C'est là qu'ils ont réalisé qu'ils ne pourraient pas réserver la croisière et que j'avais déménagé. Mon père a fait teinter son verre comme s'il portait un toast. Nous n'étions pas à un mariage. Nous étions à la table de la salle à manger de mes parents, un jeudi soir quelconque, en train de manger un poulet rôti resté trop longtemps au four, avec la télé en mode muet parce que ma mère ne s'entendait plus penser. Ma sœur, Élodie, était assise en face de moi avec son mari, Thomas. Il souriait comme s'il connaissait déjà la chute de la blague. Papa m'a regardé et a dit, « Bonne nouvelle. On utilise ta prime pour la croisière familiale. » Il a dit ça sur le même ton que on va utiliser le bon de réduction Carrefour, comme si c'était une décision de ménage, comme si mon argent vivait dans le placard de la cuisine, juste à côté du sel. J'ai cligné des yeux une fois, puis une deuxième, plus lentement. Mon quoi, j'ai dit. Maman a ri d'un rire léger et joyeux. Ta prime de fin d'année. Celle de ton travail. Je suis entraîneur de boxe, ai-je répondu, parce que mon cerveau avait besoin de s'accrocher à quelque chose de factuel. Je ne touche pas de bonus d'entreprise du CAC 40. Élodie a ricané. Pas ton boulot à la salle. Ton autre truc. Mon autre truc était un contrat que j'avais signé avec une fédération sportive régionale, des primes de performance, des bonus de rétention. Ce n'était pas glamour, mais ça payait bien. D'accord, ai-je dit en gardant une voix égale. Comment vous savez pour ça? Le sourire de papa n'a pas bougé. Parce que c'est arrivé par la poste. Maman a haussé les épaules comme si elle avouait avoir acheté la mauvaise marque de pâtes. On lit ton courrier, chérie. Et voilà. Même pas une once d'embarras. Pas un, c'était par accident. Pas un, on pensait que c'était pour nous. Juste un aveu décontracté, comme s'ils avaient arrosé mes plantes. Bref, a continué Élodie, on a déjà parlé à une agence de voyage. C'est une croisière familiale. Les Antilles, 8 nuits. Cabine avec balcon. Papa a hoché la tête. Les acomptes sont dus demain. 7 000 €. Élodie a ajouté, mais ne t'inquiète pas, tu ne paies pas tout seul. On couvrira les excursions et maman s'occupe de l'assurance voyage. J'ai fixé mon assiette. Mes mains étaient à plat sur mes cuisses sous la table. Je pouvais sentir mon pouls battre au bout de mes doigts. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas la croisière. C'était la certitude. Comme si ma vie était un distributeur automatique et qu'ils avaient déjà inséré les pièces. J'ai levé les yeux et j'ai souri. Pas un grand sourire, juste assez pour rendre le moment gênant. Cool, ai-je dit. Alors vous n'aurez pas besoin que je fasse quoi que ce soit puisque vous avez déjà tout prévu. Les sourcils de papa se sont levés. Julien. J'ai levé un doigt. Juste une seconde. Je me suis levée, j'ai marché vers le couloir et j'ai appelé le numéro des RH que j'avais enregistré il y a des mois et jamais utilisé. Quand la responsable a répondu, j'ai dit, aussi calme que si je replanifiais un rendez-vous chez le dentiste, « Bonjour, c'est Julien Mercier. J'ai besoin que tous les bulletins de paie et documents administratifs soient envoyés à ma nouvelle adresse. Avec effet immédiat. Et je dois mettre à jour mes coordonnées bancaires pour le virement. » Derrière moi, j'ai entendu la chaise d'Élodie grincer. La voix de maman flottait dans le couloir, riant toujours comme si je faisais une bêtise. Oh mon Dieu, il fait sa drama queen. J'ai donné à la responsable RH ma nouvelle adresse, parce que j'en avais déjà une. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter d'être leur filet de sécurité. Je m'appelle Julien. J'ai 38 ans. Je gagne ma vie en entraînant des boxeurs. Pas la version glamour des films, la vraie version. J'ouvre la salle à 5h30 du matin, 3 jours par semaine. Je fais les bandages, je surveille les jeux de jambes. Je crie, baisse le menton, tellement de fois que c'est devenu un trait de personnalité. Je donne aussi des cours particuliers à des gens qui veulent se sentir forts à nouveau après que la vie leur a mis un coup en plein visage.
Je ne suis pas riche. Mais je ne suis pas irresponsable. Dans mon monde, je suis l'homme au tableau Excel. Je ne joue pas au jeu d'argent. Je ne me paie pas des luxes que je ne peux pas me permettre. Je suis mes dépenses. Je paie mes impôts. J'ai un fonds d'urgence qui fait dire à mes amis que je suis ennuyeux. La seule raison pour laquelle ma famille pense que je suis riche, c'est parce que je suis celui qui ne panique pas. Quand le frigo lâche, je le remplace. Quand un pneu éclate, je gère. Quand quelqu'un a besoin d'aide pour 2 mois, je suis celui qui dit « D'accord, montre-moi les chiffres ». Ça a commencé jeune. Mes parents n'étaient pas des monstres. Ils ne criaient pas, ne cassaient rien, ne me mettaient pas à la porte. Ils étaient juste à l'aise avec le fait de me laisser être le responsable. Mon père, Gérard, a 64 ans. Il a travaillé des années comme superviseur d'entrepôt. C'est le genre de type qui connaît le prix de tout en 1998 et qui est offensé que le monde ait changé. Ma mère, Martine, a 61 ans. Elle est chaleureuse en public et stratégique en privé. Elle peut transformer une phrase en faveur sans élever la voix. Ma sœur Élodie a 34 ans. Elle a toujours été celle qui avait besoin de plus d'attention, plus de flexibilité, plus de pardon. Dans leur version de l'histoire, Élodie est l'esprit libre et je suis le pilier stable. Dans la mienne, Élodie a appris très tôt que dire « je suis débordée » est une formule magique qui fait payer les autres. J'ai déménagé à 19 ans. J'ai vécu dans des appartements miteux. J'ai mangé des pâtes comme si c'était le seul groupe alimentaire. Je me suis entraînée, j'ai coaché et j'ai pris tout le travail que je pouvais, accueil dans une salle de sport, programme pour les jeunes, sécurité lors d'événements. À 26 ans, j'ai été embauchée par une organisation sportive régionale pour aider à monter un programme de boxe pour les ados. Je n'étais pas cadre, mais j'avais un contrat. Il comprenait des primes si nous atteignions les objectifs de participation et de rétention. C'est de ce contrat que venait la prime de 40 000 €. Ce n'était pas un bonus surprise. C'était écrit dans l'accord. La seule raison pour laquelle mes parents étaient au courant, c'est parce que pendant longtemps, j'ai gardé leur adresse comme adresse postale officielle. Je me disais que c'était pratique. Leur maison était stable, mes appartements changeaient. Le courrier se perdait. C'était plus simple d'y faire envoyer les documents officiels. Et ma mère, pendant des années, présentait ça comme si elle me rendait service. Je te le garde en sécurité, disait-elle. Je le mets sur le buffet. Je ne l'ai jamais imaginé l'ouvrir, parce que qui fait ça? J'aurais dû m'en douter. Il y avait des signes, des petits. Le genre qu'on ignore parce que les nommer à voix haute changerait la façon dont on voit sa famille. Comme ma mère mentionnant nonchalamment des détails qu'elle ne devrait pas connaître. « Comment va ta nouvelle mutuelle ?» a-t-elle demandé une fois. J'ai fait une pause. Je ne t'ai pas dit que j'avais changé de mutuelle. Elle a souri. Oh, juste. Tu sais, tu l'as mentionné. Je ne l'avais pas fait. Ou mon père demandant, alors, tu gagnes plus maintenant? Non, après que j'ai négocié un meilleur taux horaire pour mes cours privés. Comment tu sais ça? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Tu t'en sors bien. Ça se voit. Ça ne se voyait pas. Il devinait, mais il vérifiait aussi. Et je continuais à rationaliser parce qu'il est difficile d'admettre que sa propre mère voit votre vie comme un dossier administratif. La première fois que j'ai remarqué le schéma clairement, c'était pour une bêtise. Un changement de téléphone. Élodie m'a appelé un mardi après-midi, pleurant comme si on l'avait privée d'oxygène. Mon téléphone est mort, a-t-elle dit. L'écran est fissuré, il ne tient plus la charge, et Thomas a besoin du sien pour le travail. Les enfants doivent pouvoir me joindre. J'étais en plein coaching. J'ai dit, de quoi as-tu besoin? J'ai juste besoin de le mettre sur ta carte, a-t-elle dit rapidement. Juste pour le paiement en plusieurs fois. Je te rembourserai, genre 80 € par mois. J'ai dit, non. Pas fort, pas dramatiquement. Juste, je ne peux pas faire ça. 2 heures plus tard, mon père appelait. C'est quoi cette histoire? Tu refuses d'aider ta sœur, a-t-il demandé. Cette phrase m'a fait quelque chose.
Parce que ce n'était pas « est-ce qu'elle va bien », c'était « tu as refusé ». Comme si mon rôle avait été assigné et que j'étais sortie du script. Je n'ai pas refusé d'aider, ai-je dit. J'ai refusé de prendre un crédit conso à mon nom pour un téléphone. Papa a soupiré comme si j'étais celui qui était déraisonnable. Tu rends toujours les choses compliquées. C'était la phrase qu'ils utilisaient quand je demandais des limites. Compliqué. Quand je demandais de la clarté, j'étais froid. Quand je demandais des papiers, j'étais méfiant. Quand je demandais un remboursement, je tenais les comptes. Mais quand ils avaient besoin de quelque chose, c'était toujours urgent, émotionnel, et lié à la famille. Puis c'est monté en puissance. Un prêt temporaire de 3 000 € parce que la voiture d'Élodie avait besoin de réparation. Un paiement de 1 400 € parce que son proprio avait eu un souci avec le prélèvement automatique. 600 € de course parce que les enfants grandissent et tout est cher. Toujours avec une promesse. Le mois prochain, ça ira mieux. Ce n'était jamais le cas. Et parce que je suis le mec au tableau Excel, je voyais les chiffres. Je savais que le crédit de la maison de mes parents était payé. Je savais que mon père avait sa retraite. Je savais que ma mère avait des économies dont elle se vantait auprès de ses amis. Mais quand Élodie avait besoin de quelque chose, c'était toujours moi. Il ne lui demandait pas de faire un budget. Il ne lui demandait pas de vendre quoi que ce soit. Il me demandait de combler le trou. Mes clients à la salle plaisantaient, « Julien, t'es comme un psy avec des gants. » Je riais, mais la vérité, c'est que je faisais du travail émotionnel toute la journée et je rentrais chez moi pour en faire encore plus. Ce qui m'a usé, ce n'était pas une grande trahison. C'était le goutte à goutte de ce sentiment que tout leur était dû. Comme la fois où ma mère a organisé un dîner de famille et m'a présenté à ses amis comme « notre fils qui nous aide avec tout ». Pas « notre fils qui entraîne de jeunes combattants ». Pas « notre fils qui a monté un programme ». Juste « qui aide », comme si j'étais un outil. Ou la fois où Élodie a posté sur Facebook qu'elle manquait de soutien, avec une photo de ses enfants et une légende disant « certaines personnes ne pensent qu'à elles-mêmes ». Les gens commentaient avec des cœurs et « tu es si forte ». J'étais certaines personnes et je le savais parce que Thomas m'a envoyé un texto après, ne le prends pas personnellement. Elle a juste besoin d'évacuer. Voici ce que personne ne vous dit quand vous êtes le fiable de la famille, votre fiabilité devient une ressource à laquelle les gens pensent avoir droit. Et une fois qu'ils y sont habitués, votre nom sonne comme une trahison. J'ai commencé à mal dormir. 3h12 du matin est devenue mon heure habituelle. Je me réveillais et mon cerveau faisait tourner des chiffres comme un tapis de course. Si Élodie ne peut pas payer son loyer, est-ce que mes parents vont me demander ? Si le camion de mon père tombe en panne, est-ce que ce sera juste pour cette fois ? Si je dis non, serais-je encore le méchant ? Ma poitrine se serrait, comme si j'avais pris un coup au corps que je n'avais pas vu venir. J'ai commencé à boire moins de café, pas pour la santé, mais parce que caféine plus anxiété, c'est fondamentalement un cocktail de panique. Puis l'histoire du courrier a empiré. Une offre de carte de crédit est arrivée à mon nom. Ma mère a dit nonchalamment, j'ai jeté ça. Je l'ai fixée. Tu l'as ouverte ? Je ne l'ai pas ouverte, dit-elle rapidement. C'est juste. Ça ressemblait à de la pub. Mais elle savait que c'était une offre de carte, et elle le savait parce qu'elle l'avait ouverte. Puis mon père a mentionné mon bonus contractuel. Pas directement, juste un commentaire. Bonne année pour toi, a-t-il dit un jour comme s'il parlait de la météo. Ce programme doit rapporter. Je me suis figée. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il a agité la main. Tu sais, l'incitation, la prime de fin de ton truc. Il a utilisé le terme exact du contrat, comme s'il l'avait lu, pas entendu de ma bouche. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai vérifié mon courrier en retard. Il manquait des pièces, des choses que je n'avais jamais vues. Une lettre de ma banque, une lettre de ma mutuelle, une lettre de l'organisation sportive. Elles n'étaient pas perdues. Elles étaient interceptées. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai fixé mon téléphone pendant 1 minute entière. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas qu'il soit curieux. C'était qu'il se sentait le droit de savoir et pire, le droit d'utiliser ce qu'il savait.
Au moment où ce dîner du jeudi a eu lieu, l'annonce de la croisière n'était même plus choquante. C'était la suite logique d'un schéma que j'avais ignoré. Je n'ai pas explosé à ce dîner. Je n'ai pas jeté mon assiette. Je n'ai pas crié « Vous ne pouvez pas lire mon courrier », même si je le voulais, parce que crier m'aurait transformé en l'histoire qu'il raconte déjà sur moi, le dramatique, le sensible, l'égoïste. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. Je suis devenu précis. Le lendemain matin de ce dîner, à 6h08, j'étais assis dans ma voiture devant la salle de sport avec une barre protéinée dont je n'avais pas envie, et j'ai fait une liste, changé d'adresse postale, verrouillé l'accès à la paix, séparé complètement les finances, tout documenté, déménagé. J'avais déjà économisé discrètement, pas parce que je prévoyais de m'enfuir, mais parce que je n'ai jamais cru que le soutien familial était réel. J'ai trouvé un T2 à 15 minutes de ma salle. Propre, simple, rien d'extraordinaire. 1350 € par mois. J'ai payé la caution le 3 décembre. J'ai signé le bail le 5. Ensuite, j'ai ouvert une boîte postale pour mon courrier officiel, 150 € pour 6 mois. J'ai appelé ma banque et j'ai fait mettre une note sur mon compte, personne d'autre que moi. Pas de vérification par la famille. Non. Maman appelait souvent en se faisant passer pour moi ou en disant qu'elle avait ma procuration, ce qui était faux. J'ai changé tous les mots de passe. Email, banque, portail RH, l'application qui suit mon planning de coaching, même mes services de streaming. Si ça avait un mot de passe, ça a été changé. J'ai activé la double authentification sur tout. Puis j'ai contacté les RH de l'organisation sportive et j'ai mis à jour mon virement vers un nouveau compte dans une banque différente. Pas parce que je pensais que mes parents pouvaient vider mon compte, mais parce que je ne voulais plus jamais qu'un relevé arrive chez eux. Je me suis aussi envoyé un email avec une chronologie, date, montant, qui a dit quoi. J'ai fait des captures d'écran des posts Facebook d'Élodie, ceux sur le manque de soutien. J'ai sauvegardé les SMS de Thomas me disant de ne pas le prendre personnellement. J'ai téléchargé mes relevés bancaires des 24 derniers mois et j'ai surligné les virements avec des notes comme loyer Élodie et maman a demandé. Pas pour me venger, pour la clarté. Parce que si vous ne documentez pas la réalité, quelqu'un d'autre la réécrira pour vous. J'ai aussi fait une chose de plus qui semblait petite mais qui comptait. Je suis allée à la poste et j'ai fait une réexpédition définitive de courrier, le genre qui déclenche l'envoi de lettres de confirmation, ce qui rend très évident le fait que quelqu'un n'habite plus là. Et j'ai planifié la confrontation. Pas une dispute hurlante, un moment calme où les faits parleraient d'eux-mêmes. Je ne prévoyais pas de les détruire. Je prévoyais d'arrêter de les laisser me détruire. Ils ont essayé de réserver la croisière le samedi. Je le sais parce que ma mère m'a envoyé un SMS vendredi soir à 21h14. Rendez-vous à l'agence de voyage demain à 11h. Sois là. Apporte ta carte d'identité. Pas de « s'il te plaît ». Pas de point d'interrogation, juste des instructions. Je l'ai lu assis par terre dans mon nouvel appartement, mangeant des plats à emporter directement dans la barquette parce que je n'avais pas encore déballé les assiettes. J'ai répondu par une phrase, je ne serai pas là. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, Julien, ne fais pas ça. Je n'ai pas répondu. À 11h26 le lendemain matin, papa a appelé. Messagerie. À 11h29, Élodie a appelé. Messagerie. À 11h35, Thomas a envoyé un SMS, c'est embarrassant. Ils sont là. L'agent a besoin de la carte pour la compte. À 11h41, maman a envoyé, on ne peut rien finaliser sans toi. L'agent dit que la compte doit être payée par la personne dont la prime est utilisée. Cette ligne m'a fait rire à voix haute dans mon appartement vide parce qu'il traitait ma prime comme si elle était déjà à eux. Mais l'agent de voyage, une inconnue en blazer, était la première personne dans cette situation à agir comme si l'argent nécessitait un consentement. J'ai conduit jusqu'à l'agence de voyage quand même. Pas pour payer, pour en finir proprement. C'était dans une zone commerciale, à côté d'un salon de manucure et d'un endroit qui vendait des smoothies bio. L'agent de voyage, une femme nommée Valérie, a eu l'air soulagée quand je suis entrée, comme si j'étais l'adulte qui arrivait enfin. Ma famille m'a regardé comme si j'entrais dans un tribunal.
Papa s'est levé rapidement. Le voilà. Maman a forcé un sourire. Julien, Dieu merci. On était inquiets. Les yeux d'Élodie étaient perçants. Tu vas le faire ou pas? Valérie a montré une chaise. Bonjour, monsieur Mercier. Nous avons juste besoin de votre autorisation pour la compte. Ensuite, nous pourrons bloquer le tarif. Papa a dit assez fort pour que Valérie entende, nous avons déjà décidé en famille. Je me suis assis lentement. Valérie, ai-je dit poliment. Puis-je poser une question rapide? Qui vous a donné l'idée que ma prime payait pour ça? Valérie a eu l'air mal à l'aise. Votre mère a dit que vous alliez recevoir une prime de fin d'année et que vous vouliez inviter la famille. Maman a sauté sur l'occasion. C'est fondamentalement vrai. J'ai hoché la tête. D'accord. Puis je me suis tournée vers mes parents. Ce qui me dérange, ce n'est pas la croisière, ai-je dit doucement. C'est que vous ayez ouvert mon courrier et annoncé mon argent comme si c'était le budget de la famille. Papa a soufflé. Oh mon Dieu. C'était posé sur le buffet. Maman s'est penchée en avant, la voix douce, comme si elle calmait un enfant. On ne pensait pas à mal. On pensait juste que tu serais heureux de faire quelque chose pour tout le monde. Élodie a croisé les bras. Tu aides toujours. C'est quoi la différence? Et voilà, encore une fois. Toujours. Le mot qui vous transforme en ressource. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un email. Valérie, ai-je dit, je n'autorise aucun acompte. Merci de retirer mon nom de tout ce qui concerne cette réservation. Valérie a hoché la tête immédiatement, comme si elle attendait la permission d'être professionnelle. Entendu. Le visage de papa a rougi. Julien. J'ai levé la main à nouveau, un doigt. Calme. Je veux être très clair, ai-je dit. Il n'y a pas d'argent de prime disponible pour vos dépenses. Thomas a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle arrive. Je l'ai regardée. Elle était prévue? Oui. Papa s'est penché vers moi. Tu ne peux pas juste. Je ne peux pas, ai-je dit, parce qu'elle est à moi. La voix de maman est devenue tranchante. Donc, tu nous punis maintenant. J'ai secoué la tête. Pas une punition. Des limites. J'ai tourné mon téléphone pour qu'il puisse voir la confirmation par email des RH. Hier, ai-je dit, j'ai mis à jour mon adresse de paie et mes coordonnées bancaires. Tous les documents vont à ma nouvelle adresse, pas chez vous. Maman a cligné des yeux rapidement. Ta nouvelle adresse? La bouche de papa s'est ouverte et fermée comme s'il chargeait une page web. La voix d'Élodie est montée. Tu as déménagé? Je n'ai pas élevé la mienne. Oui, ai-je dit. J'ai déménagé. Le visage de maman a fait ce truc où la chaleur s'en va. Tu ne nous l'as pas dit, a-t-elle dit comme si c'était le crime. Je ne me sentais pas en sécurité de vous le dire, ai-je répondu. Parce que vous lisez mon courrier. Papa a frappé sa paume légèrement sur le bureau. Pas assez fort pour être violent, juste assez fort pour jouer l'autorité. Nous sommes tes parents. Et je suis un adulte, ai-je dit. Et la poste est d'accord. Élodie a ricané. Tu fais toute une histoire pour rien. Je me suis reculée et j'ai expiré. Dans votre version de l'histoire, ai-je dit, je suis égoïste et dramatique pour ne pas payer une croisière. Je les ai regardés chacun leur tour. Dans la mienne, vous avez ouvert mon courrier, planifié des vacances avec de l'argent qui n'était pas le vôtre, et dit à tout le monde que c'était fait. Silence. Valérie s'est éclairci la gorge doucement. Je peux annuler l'option sur les cabines. Il n'y aura pas de réservation aujourd'hui. Papa s'est tourné vers elle comme si elle le trahissait aussi. Nous avons déjà. Valérie a coupé, professionnelle et polie. Monsieur, sans l'autorisation du payeur, je ne peux pas traiter la compte. Et c'était tout. Il ne pouvait pas réserver la croisière. Pas parce que j'avais crié. Pas parce que j'avais fait une scène. Parce que la réalité a des règles. La voix de maman est redevenue douce, mais cette fois elle était plus froide. Alors quoi maintenant? Je me suis levée. Quoi maintenant?
C'est simple. Vous n'ouvrez plus mon courrier. Vous ne planifiez plus mon argent et vous ne parlez pas de mes finances comme si vous y aviez accès. Les yeux de papa ont lancé des éclairs. Tu penses que tu vaux mieux que nous? J'ai secoué la tête. Non, je pense que je suis séparée de vous. Élodie a ri amèrement. Waouh! D'accord, donc on est juste censé se débrouiller. J'ai hoché la tête une fois. Oui. Puis j'ai regardé maman. Tu as ri quand tu as dit que tu lisais mon courrier? Ce rire est la raison pour laquelle tu n'as pas eu d'avertissement. Je suis sortie sur le parking. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. C'est quoi ta nouvelle adresse? On doit savoir pour les urgences. Je l'ai fixé une seconde. Puis j'ai tapé, s'il y a une vraie urgence, appelez le 15 ou le 17. Sinon, vous n'en avez pas besoin. Pas de vengeance, juste des limites. La première vague a été la colère. Papa m'a laissé 3 messages vocaux en une journée. Le premier était fort. Le deuxième jouait sur la culpabilité. Le troisième était une performance de cœur brisé. Maman a envoyé des paragraphes sur le fait que les familles partagent, que j'ai changé et qu'ils étaient fiers de moi. Élodie a posté sur Facebook à nouveau. Cette fois, c'était assez vague pour être plausible, mais assez évident pour piquer. Certaines personnes choisiront toujours l'argent plutôt que la famille. Protégez votre paix. La mère de Thomas a commenté un cœur. Je n'ai pas répondu. La deuxième vague a été la fausse inquiétude. Ma tante a appelé et a dit, ta mère dit que tu ne vas pas bien. Ça va? J'étais assis sur mon nouveau canapé en train de manger des céréales pour le dîner parce que je n'avais pas encore fait les courses. Je vais bien, ai-je dit. Elle a baissé la voix. Elle dit que tu files un mauvais coton. J'ai failli rire. Voici ce que font les gens manipulateurs quand ils ne peuvent pas contrôler vos choix, ils essaient de contrôler l'histoire sur votre état mental. J'ai gardé les choses ennuyeuses. J'ai déménagé, ai-je dit. J'ai mis à jour mon adresse. Je ne paie pas de croisière. C'est tout. Ma tante est restée silencieuse. Il lisait ton courrier? Oui, ai-je dit. Une autre pause, puis plus doucement. Ce n'est pas normal. La troisième vague a été le marchandage. Maman a proposé de s'excuser si c'est ce dont tu as besoin. Papa a proposé d'oublier la croisière si je revenais juste au dîner du dimanche. Élodie a proposé de me rembourser éventuellement si je couvrais au moins la compte pour l'instant pour que la famille n'ait pas l'air stupide. Cette phrase m'a tout dit. Ils n'étaient pas bouleversés par les limites. Ils étaient bouleversés par l'image qu'ils renvoyaient. Ils ne voulaient pas de responsabilité. Ils voulaient que je reprenne mon poste. Et ma préparation a tenu bon parce qu'il n'y avait plus de portes ouvertes par lesquelles ils pouvaient se faufiler. Mes bulletins de paie allaient à ma boîte postale. Ma prime allait sur mon nouveau compte. Mon crédit était verrouillé. Mon adresse ne traînait pas sur des enveloppes dans leur cuisine. Ils ont même réessayé avec l'agent de voyage. Valérie m'a envoyé un email 2 jours plus tard. Votre famille a demandé s'ils pouvaient procéder sans vous et payer plus tard quand votre prime arriverait. Je les ai informés qu'ils ne pouvaient pas et que vous n'étiez pas associés à cette réservation. J'ai répondu par une phrase. Merci. Veuillez ne partager aucun de mes détails personnels avec eux. Elle a répondu, bien reçu. C'était la différence entre une professionnelle et ma propre famille. Une inconnue a respecté mes limites la première fois que je les ai posées. Ma famille les a traités comme une insulte. Ça fait 9 mois. Le silence est la meilleure partie. Mon nouvel appartement est petit, mais c'est le mien. J'ai une plante bon marché que je garde en vie par pure rancune. Je mets mes clés dans le même bol tous les soirs. Personne n'a de double pour les urgences. Ma salle de sport marche mieux qu'avant, principalement parce que je ne me pointe pas épuisée par le chaos émotionnel. J'ai utilisé une partie de ma prime pour rénover l'espace d'entraînement. Nouveau sac, meilleur sol, un petit bureau où je peux vraiment m'asseoir et faire de la paperasse sans entendre mes propres pensées raisonner. J'ai aussi fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai commencé une thérapie,
pas parce que j'étais brisée, mais parce que je voulais comprendre pourquoi il m'a fallu si longtemps pour admettre que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Mes parents et ma sœur racontent toujours leur version. Dans leur version de l'histoire, j'ai abandonné la famille pour des vacances. Dans la mienne, j'ai séparé ma vie de gens qui traitaient ma vie privée comme une suggestion. On se parle parfois, en surface. Les fêtes sont courtes. Les appels téléphoniques sont polis et chronométrés. Je ne partage pas de chiffres. Je ne partage pas de dates. Je ne donne pas de prise. La chose que j'ai apprise est douloureusement simple. Si quelqu'un rit quand vous lui dites qu'il a franchi une ligne, il la franchira à nouveau. Alors, vous arrêtez de leur donner accès. Pas de vengeance, juste des limites. Et ouais, parfois je me réveille encore à 3h12 du matin, mais maintenant quand je le fais, c'est parce que je pense au programme d'entraînement de demain, pas parce que je me prépare à la prochaine exigence. Si vous avez été le fiable de la famille, je suis curieux de savoir ce que vous auriez fait. Je suis du côté du narrateur ici parce que ses parents ont admis on lit ton courrier, puis ont annoncé qu'ils utilisaient sa prime de fin d'année de 40 000 € pour une croisière aux Antilles à 7 000 € avec un acompte de 7 000 € dû le lendemain. Et il a calmement appelé les RH pour rediriger la paie et le virement vers sa nouvelle adresse. Ce que cette histoire nous apprend, c'est que les violations de la vie privée combinées à la planification familiale autour de vos revenus ne s'arrêtent que lorsque l'accès s'arrête. Leçon numéro 1 à retenir, faites un changement d'adresse officielle ou ouvrez une boîte postale et retirez tout le courrier employeur-banque des mains de quiconque. Leçon numéro 2, verrouillez les comptes, nouveau mot de passe, double authentification, gel du crédit, et envoyez un message écrit clair comme « Je n'autoriserai aucun dépôt ».